Merci, mon chou. Pas si vite. Tu mets ça sur ton compte, Dédé? Bon, tu rentres à quelle heure? Je suis toujours à Saint-Lazare avec mes clients. Ils sont pas encore décidés. Saint-Lazare? Où la menteuse? C'est rien, c'est un emmerdeur. Les clients, ils pensent que je demande trop pour les chaises. Je serai là vers 21h. Moi aussi, je t'aime. C'est moi l'emmerdeur? Chérie, c'est pas moi qui raconte des conneries à mon mec. Dédé! C'est bon, de toute façon, je m'en vais. Ne me dites pas que c'est moi qui vous fais fuir. Mon portefeuille. Venez à ma table. On parlera de tous les hommes qui nous ont brisé le cœur. Allez, venez. Lâchez-moi! Arrêtez, me touchez pas! Salope! Laisse-la tranquille. Mademoiselle! Mademoiselle! Quand ils ont vu que Yannick arrivait pas pour leur ouvrir la porte de l'immeuble, ils ont essayé d'entrer en force. C'est là que la fusillade a éclaté. Tu connais la suite. Ouais. Beau travail. Et en plus, je viens d'apprendre que Yannick a passé la nuit en tôle à cause d'une fausse inculpation pour vol de moto. Ah ouais? Et j'ai découvert aussi qu'il avait été relâché grâce à l'intervention d'une certaine Adèle Gauthier. Tu m'avais pas dit qu'il se tapait ta fille. T'avais qu'à demander. Avoue, cette inculpation bidon, c'est toi qui l'as montée? T'as dit à Yannick qu'on avait mis la planque de son pote dealer sous surveillance? Si tu me connaissais bien, tu perdrais pas ton temps à me demander ça. T'as ton quota pour le mois du rock. Tu devrais être satisfait. On vient de recevoir un appel. Place des Vosges. Chacun vient d'arriver. Bon, elle est pas dans le faed. Pas de papier d'identité, pas de sac, pas de téléphone. Bonne chance. Celle-là, tu m'en fais 10 exemplaires. Alors, elle présente plusieurs fractures à l'arrière du crâne, une contusion sur la joue gauche et des traces de doigts très visibles autour du cou. Il l'a giflé. Il l'a attrapé par le cou. Et il l'a projeté contre l'arête, là. Elle saignait, mais il s'est acharné. Et il l'a frappé contre l'angle du mur. Ça a dû se passer très vite parce que cet endroit est bondé en fin de journée. Y a aucun témoin. Il a eu du bol, l'agresseur. C'est pas n'importe quelle agression. Ça, c'est de la colère. Une colère soudaine, impossible à contrôler. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour mériter ça? Elle avait ça dans la main. Des ténèbres jaillit la lumière. Une façon de voir la vie. Ou bien la mort. Comme j'ai dit à vos collègues, elle est arrivée vers 18h, elle était toute seule. Elle a pris un verre de vin, elle a pianoté pendant 1 heure sur son ordi et puis elle est partie. Ah, elle a oublié ça. Vous vous souvenez si elle a parlé à quelqu'un? Ouais, à Dédé. C'est un habitué. Ils se sont un peu pris la tête tous les deux avant qu'elle s'en aille. Cette table est occupée. C'est votre petite amie qui vous a fait ça? Non. C'est une pétasse. Pourtant, j'étais sympa avec elle. Oh merde. Ouais, c'est... Ça a très mal commencé entre nous. Elle parlait au téléphone avec son mari, elle lui a raconté un énorme bobard en lui disant qu'elle était à Saint-Lazare, alors j'en ai profité pour faire une plaisanterie. Une plaisanterie de quel genre? Elle arrêtait pas de regarder sa montre et la porte. C'était évident qu'elle avait rendez-vous avec son amant. Et avant de partir, vous vous souvenez si elle a dit autre chose au téléphone? Non, mais elle avait l'air très pressée. Elle a filé parce qu'elle avait perdu son portefeuille. Elle a regardé dans son sac et elle n'a pas trouvé. Ben! J'ai vu qu'il y avait des pickpockets sur la place tout à l'heure en venant ici.
Le cardinal Richelieu a habité là-bas, au numéro 21. Hé, vous avez perdu quelque chose? Regardez. Oh. Votre bague, elle vient de tomber. Non, c'est pas moi. Votre bague, Non, non. vous venez de la perdre. Non, non. Revenez, vous avez oublié ça. Mon fric! Tu m'as pris mon fric! Tu m'as pris mon portefeuille. Bouge pas! Police! Couche-toi! Couche-toi! Reste tranquille. Les affaires ont été bonnes ce soir. Ferme-la. Dis donc, vous vous débrouillez bien tous les deux. Ah. Marie-Ève Lambert, domiciliée à Bougival. C'est pas possible. J'ai appelé tout le monde toute la soirée. Je savais pas où elle était. Vous l'avez eu au téléphone à quelle heure? Vers 18h30. Elle était à Saint-Lazare avec des clients. Elle est antiquaire, la boutique en bas lui appartient. D'où vous lui avez téléphoné? D'ici. Je corrigeais les examens. Je suis prof. Attendez, faut que je m'assoie. Oui, bien sûr. Comment ça allait dans votre couple, monsieur Lambert? On est mariés depuis 8 ans. On était très heureux. On envisageait même d'avoir un enfant. Ça vous surprendrait d'apprendre que votre femme était dans le Marais et non à Saint-Lazare? Dans le Marais? Je comprends pas. Elle allait jamais dans ce quartier. Elle est allée dans un bar. Les témoins disent qu'elle attendait quelqu'un. Bah oui, sûrement ses clients. Mais pourquoi elle m'aurait dit qu'elle était à Saint-Lazare? Vous reconnaissez ces gants? Non, je les ai jamais vus. Expliquez-moi ce qui se passe. On va descendre jeter un œil à la boutique de votre épouse. C'était la boutique de son père. Elle l'a reprise quand il a eu son attaque. Il avait prévenu que c'était un métier difficile. On n'a pas retrouvé son sac. Vous savez ce qu'elle pouvait avoir dedans, à part les trucs courants? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Des documents. Son ordinateur portable. Le répondeur clignote, il y a des messages. Désolé, mais je connais pas son code. Elle tenait cette note à la main quand on l'a retrouvée. Vous avez une idée de ce que ça veut dire? Non. C'est bien son écriture, mais ça me dit rien. Est-ce que votre femme vous a parlé de difficultés financières dans son activité ces derniers mois? Parce que ce tiroir est plein de relances de paiement. Elle était dans le rouge à la banque et, d'après cette lettre, on lui a refusé un prêt récemment. Marie-Ève m'avait dit que tout allait bien. Je comprends pas. D'un côté, on a une femme qui a l'intention d'avoir un bébé et qui dit à son mari que son activité est florissante. Et de l'autre, on a une femme qui a des problèmes d'argent et qui mène peut-être une double vie. Comment faire le lien entre ces deux extrêmes? Peut-être que sa liaison était la solution à ses problèmes. Peut-être qu'un vieux plein aux as l'aidait à payer ses factures. Elle devait 50 000 €. Tortiller du cul devant un vieux con, excusez-moi, c'est pas le meilleur moyen de réunir vite fait une somme pareille. Elle attendait qui, à ton avis? Peut-être quelqu'un qui allait lui faire un prêt. Et ça, des ténèbres jaillit la lumière. Une phrase qui devait l'inspirer. Il n'y avait qu'un seul message sur son répondeur. Il a été laissé à 21h37 hier soir. C'est David Zifkin. Je vous ai attendu devant le café. Rappelez-moi si vous voulez qu'on fixe un nouveau rendez-vous. C'est le type qu'elle attendait. On aura l'adresse de Monsieur Zifkin dans moins de 2 heures. Très bien. Appelez-moi quand vous avez l'adresse. L'Évangile selon saint Jean dit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas dominée. » Les ténèbres et la lumière sont présentes dans beaucoup de religions. On dit d'Allah qu'il est la lumière de la vie. Une référence à un dieu, alors? Ou à un prophète, ou même à un flic. Élucider un crime, c'est allumer une lumière dans le noir. Comme vous, qui sortez ces femmes de la nuit. Sauf que vous êtes payé et moi non. La pauvreté. C'est encore un de vos vœux qui me pose problème. Et pour ce qui est de l'autre problème, vous en êtes où? Grâce à vous, Yannick est tiré d'affaire? Pour le moment. Et vous? Et vous, quand vous êtes dans les ténèbres, à qui vous vous adressez? À votre mère? À votre ange gardien? À Dieu? Je parle pas, j'écoute, c'est tout. J'écoute toujours. Tous les gens que j'ai arrêtés dans ma vie, tous ceux que j'ai aimés, je les ai entendus. Mais lui, Dieu, je l'entends pas. Je crois pas en lui.
Pourquoi vous êtes signé au cimetière? Je l'ai fait par politesse. Je suis très poli. Il paraît que quand on meurt, on voit une lumière. D'après vous, c'est quoi cette lumière? C'est peut-être le diable qui vient nous chercher. Parce que lui, je sais qu'il existe. Je dois y aller. Morte? Mon Dieu. J'étais dans le quartier, à 2 pas, je l'attendais. C'est vraiment affreux. À quelle heure aviez-vous rendez-vous avec elle, monsieur Zivkin? À 18h, mais je ne trouvais plus mon chemin dans le métro. Ça fait 3 ans que je vis ici, mais je me perds encore parfois. Je suis arrivé en retard au café. Elle n'était plus là. Vous aviez quel genre de relation avec elle? Aucune. Elle m'a appelé tout simplement, il y a 3 jours. Et elle m'a dit qu'elle était antiquaire. Et que de temps à autre, elle tombait sur des objets qui avaient appartenu à des victimes de l'Holocauste. Elle voulait que l'on discute de la procédure pour les restituer aux éventuels héritiers. Un objet en particulier ou... Non, je crois qu'elle voulait en discuter, tout simplement. Mais pourquoi vous, monsieur Zivkin? Vous êtes américain. Et je suis avocat. Lorsque je vivais à New York, il m'est arrivé de représenter bénévolement des familles de victimes de la Shoah. Or, il se trouve que plusieurs de ces affaires m'ont amené à Paris et elle a sans doute entendu parler de moi. Madame Lambert a oublié cette paire de gants au café. Nos experts nous ont dit qu'ils avaient été fabriqués dans les années 30. Vous ne sauriez pas pourquoi elle les avait apportés? Non, je ne sais pas, je regrette. Il y a peut-être un marché pour ce genre de gants, allez savoir. Vous dites que ça fait 3 ans que vous vivez ici. J'ai fermé mon cabinet de New York après la mort de ma femme et je me suis rapproché de ma fille, qui est mariée à un Parisien. Personne n'est parfait. Vous savez si elle devait voir d'autres personnes hier soir? Non, elle a dit qu'elle devait passer aux archives nationales avant qu'on se voie. C'est tout près du café. Oui, nous avions rendez-vous à la fermeture des archives, à 18h. Madame Lambert est venue ici 5 fois ces 3 dernières semaines. Elle a consulté la généalogie de la famille Deloy. Voilà, les archives de cette famille commencent là et vont jusque-là. Madame Lambert est remontée jusqu'à quelle année? Jusqu'à 1925. Elle a aussi consulté les dossiers de familles parentes des Deloy par alliance. La famille Panet, la famille Rivard. Quelle est la dernière famille sur laquelle elle a fait des recherches? Il s'agit de la famille Dussault. Qui exactement dans cette famille? Le dernier dossier qu'elle a sorti est celui de Jacqueline Dussault, née en 1921. Vous pouvez nous le montrer? Madame Lambert nous a demandé toutes les archives de Jacqueline Dussault. Cette femme est morte à 22 ans en 44 à la fin de la guerre. Regarde où elle est morte. Romainville, au fort. Elle faisait partie de la résistance. Arrêtée en 1943. Les vieux gants. Ils ont peut-être un rapport avec Jacqueline Dussault. Quoi? Marie-Ève aurait été tuée pour une histoire qui remonte à la Seconde Guerre mondiale? Ça tient pas, c'est trop vieux tout ça. Certaines blessures ne guérissent jamais. C'est là que mademoiselle Dussault a été exécutée, quelques semaines avant la libération. Pourquoi on l'avait arrêtée? Elle avait caché des juifs. La plupart des femmes de la résistance ont été emprisonnées ici. La plus jeune avait 15 ans, mais elles ont presque toutes été envoyées à Auschwitz. Peu d'entre elles en sont revenues. Des femmes courageuses. Cette femme vous a contacté il y a 10 jours. Marie-Ève Lambert. Oui, elle est venue. Elle s'intéressait beaucoup à Jacqueline Dussault. À quoi en particulier? Elle recherchait des documents, des lettres, mais nous, on n'a rien. Quand je lui ai dit que la compagne de cellule de Jacqueline Dussault était toujours vivante, elle m'a paru intéressée. Oui, elle est venue la semaine dernière. Elle était très gentille. Elle voulait se renseigner au sujet de Jacqueline. On a partagé la même cellule pendant 1 an, avant qu'on ne l'exécute et que je sois envoyée à Auschwitz avec les autres. Oh non, 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 je ne veux pas vous prendre le dernier. Si, allez-y. Je fume seulement sur les scènes de crime. Il n'y a rien de mieux que les cigarillos pour masquer l'odeur.
Ah, l'odeur, oui, je vois tout à fait de quoi vous parlez. Elle imprégnait tout le camp. Jamais on ne s'habitue à cette odeur. Vous n'êtes pas de cet avis? Si Jacqueline n'avait pas été là, elle m'a sauvé la vie. Est-ce qu'il y a autre chose que cette femme voulait savoir? Elle voulait que je lui donne des renseignements au sujet des Juifs que Jacqueline avait sauvés. Et je me souvenais uniquement des dernières personnes qu'elle avait aidées avant son arrestation. Un rabbin et sa femme. Ça vous ennuierait de nous raconter? Ils avaient un petit garçon. C'était trop dangereux de voyager avec un enfant. Alors Jacqueline s'est arrangée pour que des religieuses gardent le petit. Les parents étaient conscients qu'ils ne reverraient sans doute jamais leur fils. C'était comme si on leur arrachait le cœur. Tant d'amour, mais aussi tant de douleur. Est-ce qu'il y aurait autre chose encore que Madame Lambert voulait savoir? Oui, bien sûr. Elle voulait savoir si le rabbin avait confié quelque chose à Jacqueline. Et ce monsieur lui avait effectivement confié une valise qu'elle devait mettre en lieu sûr. Et Jacqueline m'a dit qu'elle l'avait cachée chez sa sœur. Est-ce que Madame Lambert, au cours de la conversation, a cherché à savoir ce que contenait la valise? Non, non. À aucun instant, non. Elle n'a rien demandé parce qu'elle savait ce qu'il y avait dedans. Quelque chose qui a de la valeur pour un antiquaire. Ou pour un rabbin. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir de plus précieux que son fils? Moi, je serais incapable d'abandonner mon gosse. C'était une question de survie. Laisse-moi au coin de la rue. C'est bon, je te raccompagne chez toi. Non, je veux descendre avant que tu te mettes à pleurer. Demain, on contactera la famille de Jacqueline Dussault. Et encore là, toi. Tu m'as attendu. T'es en train de t'attacher, méfie-toi. Quoi? Tu le savais. Tu savais que c'était un piège. Dis-le. Tu savais que c'était un piège. Tu le savais, tu m'as rien dit. Fais peur au chien. Ok. Si tu le butes, je serai plus ton pote. Mon pote? Les stupes viennent de coffrer 3 de mes gars. D'après toi, ils vont s'en prendre à qui maintenant? À ton pote? Je t'avais dit d'arrêter. À lui aussi, mais vous n'écoutez pas. Les stupes, ils nous avaient à l'œil et tu m'as pas prévenu. Pendant 14 ans, on a joué au poker ensemble. On a dragué des gonzesses, on s'est bourré la gueule. Tout ce que j'entendais sur vos trafics, ça entrait par une oreille et ça sortait par l'autre. Et toi, tu t'es jamais mêlé de mes affaires. C'était ça, notre deal. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux me faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Me buter? Tu mens. Arrête, Charlie. Laisse-le. Avec son cœur, c'est déjà un homme mort. Ouais. Une valise? Je n'en ai jamais entendu parler. Les nazis ont tout pris quand ils ont arrêté tante Jacqueline. En fait, ce qu'on aimerait savoir, c'est ce que contenait la valise. Notamment quelque chose qui a de la valeur. Un objet, peut-être, ou... La seule chose de valeur que nous ayons, c'est le souvenir du courage de ma tante. Mes parents m'ont toujours raconté ses exploits. C'était une héroïne. Plus on raconte un récit de guerre, et plus il devient héroïque. N'est-ce pas, monsieur Deloy? Quoi? Non. Ma grand-tante était une vraie martyre. Tout ce qu'elle a touché devrait être dans un musée. C'est drôle que vous disiez ça parce que justement, c'est une antiquaire qui voulait retrouver cette valise. Marie-Ève Lambert. Est-ce qu'elle a essayé de vous contacter? Non. Enfin, je ne crois pas. Et vous, Madame Deloy? Je ne la connais pas. Apparemment, elle vous connaissait. Elle a appelé ici plusieurs fois. C'est moi qui lui ai parlé. C'était un jour où j'étais seule à la maison. Elle a dit que Jacqueline était une voleuse. J'ai raccroché et elle a rappelé. Elle n'arrêtait pas. J'ai rien dit parce que je voulais pas que ma belle-mère en souffre. Et vous n'avez rien dit non plus à votre mari? Désolé, ma mère n'est pas très enfant. Elle se remet tout juste d'une attaque. Vous allez devoir partir. Agnès, raccompagne-les.
Y a rien concernant la famille Deloy. Ça doit sûrement être dans son ordinateur portable. Tiens, regarde ça. Un chandelier de Hanouka. La fête des Lumières. J'imagine que ça veut dire des ténèbres jaillit la lumière. Il nous faut l'avis d'un spécialiste. Des ténèbres jaillit la lumière, c'est exactement ce qui est écrit là. Cette inscription était fréquemment gravée sur les chandeliers de Hanouka. Quel est le rapport avec Madame Lambert? Elle essayait de retrouver un objet qui a appartenu à un couple de juifs morts dans les camps. Et on pense que cette inscription figurait sur l'objet. Un chandelier de Hanouka? Elle l'a retrouvé? Non. On suppose qu'il est resté dans la famille de la femme qui a tenté de sauver le couple. Une femme? En quelle année? 1943. Qu'est-ce que vous savez sur ce couple? L'homme était rabbin, à Paris. Ils avaient un petit garçon dont ils ont dû se séparer. Vous connaissez ces personnes? Vous parlez de mes parents, messieurs. Mon père était rabbin à Paris. Walter Zifkin. Vous avez reconnu les gants de votre père? Mes parents sont morts à Auschwitz. La jeune résistante qui a essayé de leur venir en aide m'a confié à des religieuses. Puis un couple d'Américains m'a adopté et je suis parti vivre là-bas. Ce chandelier appartenait à mes parents. C'est pour ça que Madame Lambert voulait vous voir. Nous devons le retrouver. Ces chandeliers, quelle valeur peuvent-ils avoir? Cela date du 19e siècle. L'inscription et les ornements de celui-ci sont beaucoup plus anciens. Je vous montre. Regardez. C'est exactement le même genre. Celui-ci date de 1719. Il a été vendu aux enchères l'an dernier pour 900 000 €. Avec ça, on peut ouvrir un beau musée en l'honneur de Tata Jacqueline. Au téléphone, Madame Lambert m'a dit qu'elle se sentait moralement obligée, en tant que Française, de contribuer à restituer aux descendants des victimes de la Shoah les biens spoliés pendant la guerre. J'ose espérer que vous avez les mêmes exigences morales. Oui, mais nous avons avant tout une obligation envers sa famille. Nous devons retrouver l'assassin. Sauf votre respect, j'ai pu voir comment la police française opérait. Elle a collaboré avec les nazis pour déporter mes parents. C'est pas pour l'argent, je vous le précise. Mais c'est par dévouement personnel à la mémoire de mes parents. Je veux prouver à mon petit-fils qu'ils étaient autre chose que de la charogne, comme le pensaient les nazis. Très bien, monsieur Zifkin. On vous recontactera. Merci d'être venu. Au revoir. Ça fait plaisir. Me dis pas que c'est la première fois qu'on te traite de facho. Alors, qui a fait le coup à votre avis? Les Deloy? Ils ont eu le chandelier par leur tante. Ils savaient très bien qu'il appartenait à la famille du rabbin. C'était difficile pour eux de le mettre sur le marché sans attirer l'attention. Finalement, ils ont contacté Madame Lambert pour essayer de le vendre discrètement. Et ils se sont sûrement dit qu'un petit antiquaire serait prêt à jouer le jeu. Ils se sont trompés sur son compte. Elle a recherché le fils du rabbin. Mais avant qu'elle rende à Zifkin le fameux chandelier, ils l'ont tué. Les Deloy ont dû deviner ce qu'elle s'apprêtait à faire. Et ils avaient 900 000 raisons de la tuer. Donnez-moi une seule raison de les arrêter. Si on arrive à trouver le chandelier chez eux, tout est réglé. Oui, mais on n'a pas de motif valable pour une perquisition. On fera croire aux Deloy qu'on en a un. Je n'ai jamais entendu parler de ce chandelier. Je vous l'ai dit, les Allemands ont tout pris. Croix de guerre, médaille de la résistance. Votre tante est la fierté de la famille. Elle a fait ce qui était juste à une époque où la plupart des gens ne l'ont pas fait. Je sais que vous ferez aussi ce qui est juste. Je fais déjà ce qui est juste. Et c'est quoi? Protéger votre fils? Très bien. On repassera vous voir demain matin et on fouillera l'appartement. 10 policiers. Ils regarderont partout. Demain matin? Oui, à la première heure. Bonne fin de soirée. C'est le grand nettoyage dont ton idée a l'air de fonctionner. Lui, il a rien. Son sac est trop léger. C'est un leurre. La voilà.
Montrez-moi votre sac. Donnez. Mais ça va pas, c'est à moi. Des ténèbres jaillit la lumière. Ma chérie, tu sais que mon père, ton grand-père, Walter, a allumé ce chandelier à chaque Hanouka comme l'ont fait son père et son grand-père avant lui. Cet objet a vu tant de joie et tant de tristesse dans notre famille. Merci à vous. Vous n'imaginez pas ce que cela signifie pour nous. Vous pouvez remercier Jacqueline Dussault et Marie-Ève Lambert. Oui, bien sûr. Que va-t-il se passer maintenant? La famille Deloy sera mise en examen pour meurtre, mais pour ce qui est de cet objet, nous le gardons, c'est une pièce à conviction. Allez, venez, David. Laissons-les travailler. Il ne nous manque plus que des aveux. Mais on n'avait aucune raison de tuer Marie-Ève. Il y en a qui tuent pour moins d'1 million. Comment ça, 1 million? Marie-Ève a dit qu'il valait 100 000. C'est tout ce qu'il nous fallait. Ma mère a emménagé chez nous, et avec son attaque, on a eu beaucoup de frais. Qui a eu l'idée de vendre le chandelier du rabbin? Ma mère tenait à le faire. Ma femme a pensé qu'on pourrait s'adresser à une association juive, qu'il y aurait peut-être une récompense, mais ma mère a voulu que ça reste secret. J'ai contacté Marie-Ève, et elle a accepté de nous trouver un acheteur. Pour 100 000? Oui, elle gardait 20 000 de commission et nous donnait 80. Mais tout ça prenait beaucoup trop de temps. Elle nous demandait d'attendre. Dans quel but, selon vous? Je ne sais pas. Je lui ai dit qu'on allait contacter un autre antiquaire, et le lendemain, elle nous a envoyé un acompte de 40 000 par virement. On était ravis. Je vous l'ai dit, on n'avait aucune raison de la tuer. Mon fils vous dit la vérité. On n'avait absolument rien contre Marie-Ève. Elle allait rendre le chandelier aux héritiers et vous n'aurez rien touché. Il n'y a aucun héritier, ils sont tous morts. Les nazis s'en sont chargés. Vous aviez peur que quelqu'un vous réclame le chandelier et c'est pour ça que vous vouliez le vendre en secret. Pourquoi alors? Ça a un rapport avec votre tante, Jacqueline? C'est que j'ai tellement honte de ce que mon père a fait. Ma mère m'a tout raconté. Il savait que le rabbin avait confié une valise à ma tante et que cette valise contenait quelque chose de précieux. Il n'a jamais aimé ma tante de toute façon. Il a dénoncé Jacqueline à la Gestapo. Oui. Ma mère a su ce qu'il avait fait. Elle a caché la valise là où il ne pourrait jamais la retrouver. J'avais peur que si les gens apprenaient qu'on avait le chandelier, ils découvrent l'acte ignoble que mon père avait commis. Je voulais qu'on s'en débarrasse, une fois pour toutes. Pour l'argent, ils n'ont pas menti. Un virement bancaire de 40 000 a été effectué sur leur compte 3 jours avant que Marie-Ève se fasse tuer. Ça tient pas, cette histoire. Pourquoi elle les aurait payés si elle comptait rendre le chandelier à David Sivkin? Elle les a payés alors qu'elle n'avait plus un sou? D'où venait ce fric, d'après vous? J'ai pas encore cherché, mais en tout cas, pas de son compte à elle. Renseigne-toi. Je crois que Marie-Ève va bientôt perdre son auréole. T'es perdu? Quoi? La machine à café dans le bureau du procureur est en panne. Tu m'offres une tasse de votre goudron? Je suis venu pour te prévenir. Ton collègue des stupes, Duroc, est passé me voir au bureau. Il a arrêté 3 gars de la bande de Charlie Lavière il y a 15 jours. Je peux te dire que Lavière, il l'a à l'œil. Il m'a donné une liste de témoins qu'il aimerait que j'assigne à comparaître. Et ce jeune Yannick Morin est sur la liste. Il paraît que c'est le petit ami de ta fille. J'ai encore rien fait. Ok. Viens là, toi. Qu'est-ce que tu fous? Yannick est au courant de rien. Tu peux boucler ton affaire sans lui. Tu déconnes, là. Ça te regarde pas, tout ça. Tu essaies de faire porter le chapeau à un membre de ma famille. Je devrais peut-être te convoquer comme témoin, toi aussi. À ce qu'on m'a dit, tu le connais bien, Lavière. Te mêle pas de mon dossier. Joe? Quoi? Normand a trouvé l'origine du virement. « 7500, qui dit mieux ?»
Là, 8 000. Oui, j'ai fait un virement de 40 000 pour rendre service à Marie-Ève. Où est le problème? Pourquoi elle avait besoin de cet argent? Je ne lui ai pas demandé, ça m'est égal. Je connaissais très bien son père. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais participer à cette vente. 10 000, on en est à 10 000. Vous sortez avec nous tout de suite ou je dis à tout le monde d'ici que vous n'avez pas hésité à vendre des objets qui ont été volés aux victimes de la Shoah. Vous avez 5 secondes. Monsieur le Duc, vous couvrez l'enchère. Monsieur le Duc est en proie à une crise existentielle. Je ne couvre pas. 14 500, 15 000 ici, devant. Essayez de comprendre, je ne l'ai fait que pour aider Marie-Ève à sauver son affaire. Elle est venue me voir la semaine dernière pour me montrer la photo d'un objet religieux. Oui, c'est bien ça. Elle m'a expliqué d'où il venait, le problème que ça posait. Elle était en train d'organiser une vente discrète, mais elle devait débourser 40 000 €. Elle m'a promis de doubler cette somme si je la lui prêtais. Je lui ai dit qu'étant donné la provenance problématique de l'objet, elle pourrait le vendre au maximum 200 000. Marie-Ève pensait qu'elle pourrait en tirer plus, alors je lui ai prêté l'argent. Ça s'arrête là? Non. Elle m'a appelé 2 jours plus tard et m'a dit qu'elle avait un acheteur très emballé, prêt à payer 4 fois mon estimation. Ça fait 800 000 €. Elle vous a dit comment s'appelait le client? Non. J'étais très content pour elle. Vous permettez que je retourne travailler? Elle avait un acheteur très emballé. Ou dévoué à la mémoire de ses parents. Ça fait des années que mon père essaie de retrouver tout ce qui a appartenu à ses parents. Il a dit qu'il faisait tout ça pour son petit-fils. Oui. C'est vrai, ils sont très proches, mais il le fait surtout pour lui. Mon père avait 25 ans quand il a découvert qui étaient ses vrais parents. Quand on lui a dit qu'il était fils de rabbin, il s'est senti apaisé. Il a même changé de nom. Le soir où il avait rendez-vous avec Madame Lambert, vous lui avez parlé? Oui. Il a appelé tard. Il avait quelque chose à dire à Danny, mon fils, au sujet d'un film qu'ils devaient voir ensemble. Ils vont souvent voir ces films idiots avec des super-héros. Moi aussi, j'aime bien. Le héros finit toujours par vaincre le méchant. Mais Zivkin a téléphoné à la boutique de Marie-Ève et a laissé un message. S'il n'avait pas fait ça, vous n'auriez jamais entendu parler de lui. Mais il pouvait pas être sûr qu'elle ait parlé à personne de son rendez-vous avec lui. Mais je suppose qu'il voulait avoir un alibi. Il est avocat, il sait ce qu'il fait. Ouais, et c'est sûrement à ce rendez-vous qu'elle a donné son prix, 800 000. Pour quelque chose qui lui appartenait de plein droit? Il devait être foudrage. Les Delois aussi auraient été en colère s'ils l'avaient appris. Ils savaient rien. Ils ont eu un virement, ils s'estimaient heureux. Est-ce que le GPS de Zivkin nous dit où il était ce soir-là? Rien n'indique qu'il était sur les lieux du crime. Par contre, 2 jours plus tard, on repère sa trace à quelques mètres seulement de chez les Delois. Donc il a trouvé leur adresse. Il cherchait le chandelier. Non, il pouvait pas savoir où ils habitaient. Marie-Ève lui aurait jamais dit. Son ordinateur portable. C'est comme ça qu'il a eu l'adresse. Pour ça, il faudrait qu'il ait craqué le mot de passe. Je vois mal ce gars décrypter quoi que ce soit à part des livres anciens. Je sais pas, on a parlé des derniers films qui sont sortis. Je vous l'ai dit, il y a rien de grave. De quel film vous avez parlé? Fais attention, Danny. On posera les mêmes questions à ton grand-père. J'ai oublié. Tu passes beaucoup de temps sur ton PC, tu pirates des trucs. T'as déjà essayé? Non. Non, ça m'attirerait des problèmes. Mais tu connais les gens qui le font. C'est ça qui t'a demandé ton grand-père. Trouver le mot de passe de quelqu'un. Réponds-lui, Danny. Dis-leur la vérité. Mon grand-père m'a dit qu'il avait oublié le mot de passe de son ordi. Je lui ai parlé d'un magasin près de la gare de l'Est où on peut faire débloquer des portables. Il y a un Indien là-bas, Anish. Il peut aussi craquer n'importe quel mot de passe. 800 000 €. C'est ridicule. Qui paierait autant pour un objet volé? Je vous le demande. Eh bien, vous, par exemple. Je ne paierai pas un centime pour quelque chose qui appartient à ma famille. Nous pensons que c'est exactement ce que vous avez dit à Madame Lambert ce soir-là. C'est pour ça que vous êtes là. Pour m'accuser de meurtre. Il faudrait que vous nous expliquiez plusieurs choses. Tout d'abord, pourquoi êtes-vous allé rue Repval 2 jours après le meurtre? C'est là-bas qu'habite la famille Delois. Je ne sais pas où habitent ces gens. Ce jour-là, je suis allé me promener au but de Chaumont. J'ai découvert ce parc le mois dernier. C'est l'endroit parfait pour faire travailler ces vieilles jambes. Vous avez raison pour le parc. Mais vous mentez au sujet des Delois. Vous avez trouvé leur adresse dans l'ordinateur de Madame Lambert. Le lendemain du meurtre, vous êtes allé avec un portable dans une boutique où vous avez payé un certain Anish pour décrypter le mot de passe et accéder aux informations. Oui, c'était le mien. Je n'ai pas le droit. J'ai essayé de changer le mot de passe et, sans le vouloir, j'ai bloqué mon portable. D'après la description d'Anish, c'est celui de Madame Lambert. C'est donc lui, votre témoin. Un pirate informatique. Je vais vous dire une chose.
Si j'étais allé voir Madame Lambert ce soir-là dans le Marais, et si elle avait osé me demander de l'argent pour le chandelier, j'aurais dit aucun problème. Ensuite, je serais allé à la police. Et je l'aurais fait arrêter pour extorsion et pour vol. Ouais, vous auriez pu faire ça. Mais ça a été plus fort que vous. Vous avez perdu votre sang-froid. Je ne connais peut-être pas suffisamment le droit pénal français ni ses procédures, mais j'ai assez de connaissances pour me douter que si vous aviez des preuves qui tiennent la route, vous m'emmèneriez au commissariat, menottes au poignet. Alors sortez de mon bureau! Il est coriace, l'enfoiré. Vous désirez un dessert? Non, ça va. Moi, j'ai encore faim. Je vais voir ce qu'il y a comme pâtisserie. Quand t'étais avec ces types, est-ce que t'as connu leur chef, Charlie? Non. T'as jamais parlé de lui, ou de ses magouilles? Charlie a fait ceci, Charlie a dit de faire cela? Non, pourquoi? T'inquiète pas. C'est rien. Fais gaffe quand même. Vous faites ce que vous voulez, mais tout ça, c'est pour moi. Elle a bougé? Yannick? Papa, touche. Oh! C'est vrai, je l'ai senti. Ça fait drôle. Alors, on fait des heures sup. Tu connais le dicton. L'oisiveté. Même quand t'étais débordé, tu t'arrangeais pour picoler. Mais regarde, rien que du café. Tu veux me fouiller pour voir si j'ai de la cam? Non, je te crois sur parole. D'accord, on oublie la cam. Mais pour la fouille, je suis partant. Ça y est, les 30 minutes sont écoulées. Pendant les 12 heures qui vont suivre, vous serez avec mon camarade et moi-même. Quand on aura terminé, vous serez familiarisé avec nos procédures. Je ne suis pas inquiet. Je n'ai rien à me reprocher. Moi aussi, j'ai un enfant. J'imagine ce qu'il ressentirait si on devait l'abandonner entre les mains d'inconnus. S'il y a quelque chose que je souhaite à personne, c'est bien ça. C'est pas drôle d'être transbahuté d'une cachette à une autre cachette. Et en plus, avec votre asthme. J'ai jamais eu d'asthme. Vous êtes sûr? Même quand vous étiez bébé? Non, j'étais un petit garçon robuste. Peut-être que quelqu'un d'autre dans votre famille en avait. On était tous en excellente santé. Je suis certain que mes parents auraient vécu centenaires s'ils n'avaient pas été tués par les nazis. Alors nous avons un problème. Cette boîte contenait de la poudre de belladone. On l'a trouvée dans la valise de votre père. C'est un traitement contre l'asthme. Cet inhalateur, c'est un modèle pour enfants. L'enfant du rabbin avait de l'asthme. Vous mentez. C'est un piège. C'est vous qui avez mis ça dans la valise. Tout le contenu de la valise a été répertorié. Et les résultats des tests prouvent que l'ADN prélevé sur l'inhalateur et celui trouvé sur les gants de votre père appartiennent à deux personnes de la même famille. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas le fils du rabbin Zivkin. Ah non. J'en ai la preuve. Là, dans mon portefeuille. Après tout ce que ce pays a fait à mes parents, c'est honteux de me harceler comme ça. J'ai cette photo de famille depuis que je suis enfant. Je l'avais sur moi quand je suis parti de France. Le pays était en plein chaos. Ils ne vous ont pas donné la bonne photo. Non. En 1966, une association juive de New York a obtenu des documents de la préfecture de Paris qui prouvaient qui étaient mes parents biologiques. En 1966, ces dossiers contenaient toutes sortes d'erreurs. N'est-ce pas, Bayard?
Nom erroné. Lieu de naissance mal retranscrit. En 1985, une loi a été votée pour faire corriger les erreurs et informatiser les archives. Et maintenant, tous les dossiers sont bien classés. Au mémorial de la Shoah. Vous y êtes allé? Non. Je sais déjà tout ce que je dois savoir. C'est seulement à 10 minutes d'ici. Allez, venez. On y va. J'ai aucune raison d'y aller. De quoi avez-vous peur? Venez. C'est par là. Je ne peux pas. Je ne veux pas entrer. S'il vous plaît. Vous ne voulez pas savoir? Je sais qui je suis. J'ai pas besoin d'aller voir. Allons-y. Laissez-moi tranquille. D'accord, comme vous voudrez. On a consulté les archives ce matin. Voilà ce qui est arrivé à la famille du rabbin Zivkin. La vérité est là. Lisez. Non. Non. Je veux m'en aller. Walter Zivkin, âgé de 34 ans, mort à Birkenau en 1943. Ursula Zivkin, âgée de 31 ans, morte à Auschwitz en 1943. David Zivkin, âgé de 2 ans, mort d'une crise aiguë d'asthme en 1943, à la maison de Sèvres, un orphelinat. Vous n'êtes pas le fils du rabbin. Ce chandelier n'est pas à vous. Vous l'avez tué pour rien. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pour rien. Elle me réclamait de l'argent pour me dire où était le chandelier. Toutes ces années sans rien trouver, et soudain, cette femme qui s'interpose entre moi et... Je lui ai fracassé le crâne contre le mur. Je me suis acharné sur elle. Comme je regrette. Comme je regrette. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? J'étais le fils de Walter Zivkin, rabbin à Paris. Je suis plus rien. Sinclair. Un homme a été abattu. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Ne restez pas là. Yannick! Non! 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 Yannick! Non! Non! Adèle, non! S'il vous plaît, sauvez-le! Viens! S'il vous plaît, sauvez-le! Vous reculez! Non! Ne reste pas là! Viens! Viens! Non! Viens! Adèle! Papa! Ne regarde pas!